Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. La question de la sécurité à nouveau au cœur du débat au Burkina Faso. L'opposition estime que le pouvoir n'en fait pas assez. La consommation du cannabis à titre privé désormais décriminalisée en Afrique du Sud. Décision de la Cour constitutionnelle. Cannabis by an adult in private. Et puis, dans ce journal, nous parlerons également des défenses dans le secteur militaire avec une révolution qui s'annonce. Bonsoir. Le Burkina Faso fait face à des grands défis sécuritaires avec la montée du terrorisme dans le pays. En 3 ans, plus d'une centaine de personnes ont été tuées. Ces derniers jours, l'armée annonce avoir détruit des bases terroristes dans l'est du pays. Mais l'opposition, ce mardi, a estimé que le pouvoir ne fait pas d'efforts dans cette lutte. On fait le point avec notre correspondant sur place à Ouagadougou, Lamine Traoré. Le gouvernement burkinabé ne fait rien pour prévenir les attaques terroristes dans le pays. Pas d'équipement pour les forces de défense et de sécurité et aussi un dysfonctionnement des services de renseignement. C'est le principal message qu'on peut retenir de la rencontre de l'opposition ce mardi matin à Ouagadougou. Un message livré par Jean Nakoulman de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, le principal parti d'opposition. Ce week-end, l'armée, à travers un communiqué, a annoncé avoir effectué des frappes aériennes et détruisant des bases terroristes dans l'est du pays. L'opposition s'attribue donc cette victoire car elle a annoncé une marche pour le 29 septembre prochain. Et pour elle, cette marche fait peur au pouvoir en place. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, hier à l'Assemblée nationale, a annoncé que le pays était en guerre et que le gouvernement fera tout pour préserver l'intégrité territoriale. 118 personnes ont été tuées depuis maintenant 3 ans, a annoncé le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Un conseil de défense devrait donc avoir lieu chaque 2 semaines à Ouagadougou. Un conseil qui doit être présidé par le président du Faso, Roch Kaboré lui-même. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique. Et pour approfondir la réflexion sur cette question sécuritaire au Burkina Faso, accueillons au téléphone Ousmane Paré, rédacteur en chef de Radio Méga. Monsieur, bonsoir. On parle de plus en plus d'insécurité donc au Burkina Faso ces derniers temps. Comment les Burkinabés ressentent-ils ce climat d'insécurité dans leur quotidien? Il faut dire ici que c'est la peur, l'angoisse en tout cas, donc de façon globale au sein de la population, mais de façon spécifique dans les zones qui sont les cibles donc de ces différentes attaques, notamment donc le Sahel et récemment l'Est, la région de l'Est, donc les populations qui vivent dans la peur. Et sans oublier aussi l'impact que cela peut avoir sur les différentes activités, notamment donc les activités économiques. N'oubliez pas que la semaine dernière, par exemple, dans l'Est, donc à l'image du Sahel, il y a des centres de santé qui ont fermé donc pour ouvrir juste quelques jours plus tard. Et également donc avec la rentrée scolaire, ce sont beaucoup de questions justement que les gens se posent sur leur avenir tout simplement. Et l'opposition estime que les forces de défense et de sécurité ne sont pas suffisamment équipés pour faire face à ces attaques dont le pays est victime. Qu'en est-il exactement? L'opposition n'a pas tout à fait tort, hein, parce que si on se réfère aux différentes interventions des forces de défense et de sécurité, donc une période un peu récente, donc on se rend compte justement qu'il y a un besoin d'équipement, donc que ce soit en termes de matériel de protection, voilà, que ce soit encore même de moyens, parce que vous savez que pour ce qui concerne par exemple l'Est, il y a une nouvelle stratégie, donc ce sont les mines artisanales donc, qui sont déposées et qui explosent précisément au passage des forces de défense et de sécurité. Donc il y a beaucoup de spécialistes qui se disent quand même qu'il faudra tout simplement équiper les forces de défense et de sécurité, par exemple de moyens roulants, donc quand même assez sophistiqués, donc pour ne pas que ces engins puissent exploser donc à leur passage, en tout cas amoindrir les conséquences, ou encore travailler tout simplement à permettre aux forces de défense et de sécurité de déminer justement les zones qui sont déjà minées, parce que ce sont des zones qui sont déjà connues. Donc il y a un besoin effectivement
en matériel qui se pose, sans oublier les questions d'hélicoptères, en tout cas, ou autres besoins. Et quel doit être l'apport de la population dans cette lutte contre l'insécurité? L'apport de la population, c'est surtout en termes de renseignement, mais pour que la population puisse contribuer, il faut que les autorités, justement, leur donnent ce moyen. Le sérieux problème, justement, qui est déploré au Burkina, c'est l'absence d'une stratégie de lutte contre le terrorisme. Parce qu'à l'image, par exemple, de pays comme la Mauritanie ou encore le Niger, qui disposent d'une stratégie, et la stratégie définit clairement, justement, la part de la population. Parce qu'aujourd'hui, ici au Burkina, on dit que la population doit alerter, la population doit contribuer. Les gens vous demandent comment contribuer, comment informer les forces de défense et de sécurité. Donc, il faut une stratégie de communication quand même afin de permettre aux populations ce qu'elles peuvent faire. Donc, également travailler tout simplement à surtout associer les religieux coutumiers. Merci Ousmane Baré. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Radio Omega. On reparle d'enlèvement au Niger. Cette fois, c'est un missionnaire italien, Pierluigi Macciali, qui a été enlevé lundi soir. Il se trouvait à son domicile dans la localité de Bonanaga, dans le sud-ouest du pays. Selon des sources locales, 8 hommes sont arrivés chez la victime en moto, ont cassé la porte de sa résidence et l'ont forcé à partir avec eux. La Société des missions africaines, dont dépend le prêtre, a confirmé l'enlèvement sur sa page Facebook et souligne qu'il n'y a pas de revendication de la part des ravisseurs. Du moins, pour le moment, les forces de sécurité nigériennes se sont déployées pour ratisser le secteur. Au Cameroun, les habitants de la région du nord-ouest en zone anglophone sont désormais tenus de faire connaître par avance aux autorités les raisons de leur voyage. Cette nouvelle restriction sur les voyages au départ et à l'arrivée du nord-ouest intervient après l'annonce par le gouverneur de cette région, Adolphe Lélé-Lafrique, de la découverte le 14 septembre des armes à feu, des munitions, de la drogue, des engins explosifs artisanaux. Un nouveau couvre-feu est en vigueur dans la région de 18h à 6h du matin depuis le 10 septembre dernier. En Guinée, l'annonce de destitution du président de la Cour constitutionnelle pour gestion opaque et dysfonctionnement de la Cour, entre autres, par une partie de ses membres continue de provoquer des vagues de réactions dans le pays. Les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée se sont retrouvés à la Maison de la Presse ce mardi pour donner leur position sur cette crise au sein de la Cour constitutionnelle. Dans une déclaration, le barreau guinéen attaque la démarche des 8 conseillers de l'institution à l'origine de cette destitution. Des conseillers qui justifient leur action par l'article 7 de la loi organique relative à l'élection du président. Autre actualité ce soir, en Afrique du Sud, la justice a légalisé ce mardi la consommation du cannabis à titre personnel pour les adultes. Il s'agit de l'épilogue judiciaire d'un dossier qui suscite la polémique depuis des années dans ce pays, comme dans le reste du monde. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo. Ils ne seront plus poursuivis pour possession de marijuana. La loi interdisant sa consommation par des adultes est anticonstitutionnelle et par conséquent nulle selon l'arrêt rendu à l'unanimité par la plus haute instance judiciaire sud-africaine. L'arrêt de ce tribunal a pour effet de décriminaliser l'usage et la possession de cannabis par un adulte pour des raisons personnelles et sa consommation dans un cadre privé. Pour ce qui concerne la culture du cannabis, cet arrêt a pour effet de la décriminaliser tant qu'elle est faite par un adulte dans un lieu privé et pour une consommation strictement personnelle. La Cour a aussi ordonné au Parlement de rédiger dans les 2 ans une nouvelle loi conforme à sa décision. Celle-ci s'inscrit en droite ligne des recommandations de l'ONU qui, en 2016, avait appelé les États à réexaminer leurs politiques et leurs pratiques en matière de cannabis après des décennies de répression. Le statut légal de l'usage du cannabis varie cependant d'un pays à un autre. Au Portugal, sa possession et sa consommation sont largement décriminalisées, tandis qu'en Arabie Saoudite, les consommateurs encourent la peine de mort. La communauté scientifique demeure, elle, divisée sur les bienfaits médicaux de l'herbe. Moon Jae-in, le président sud-coréen, est arrivé ce mardi à Pyongyang pour son 3e sommet avec Kim Jong-un. Cette visite est une nouvelle illustration du dégel en cours sur la péninsule qui avait permis un premier sommet fort en symbole en fin avril dernier.
Les deux leaders coréens tentent ainsi de raviver des discussions au point mort entre le Nord et Washington sur l'épineuses question de la dénucléarisation. Le 12 juin à Singapour, lors d'un sommet historique avec Donald Trump, M. Kim s'était engagé en faveur de la dénucléarisation de la péninsule. Depuis, Washington et Pyongyang n'arrivent pas à s'entendre sur la signification exacte de cet engagement. Un avion russe avec à son bord 15 militaires a été abattu par l'armée syrienne au large de la Syrie. Moscou a dans un premier temps fait porter la responsabilité à Israël avant d'évoquer des circonstances accidentelles tragiques. La défense anti-aérienne syrienne a abattu l'avion russe en tentant d'intercepter des missiles israéliens qui visaient des dépôts de munitions de la province de Latakia. Cet incident inédit est survenu alors que la Russie et la Turquie ont annoncé un accord sur la province d'Idlib. Les lasers pourraient bientôt devenir la nouvelle ligne de défense des avions ravitailleurs. Le mois prochain, un nouvel avion citerne sera mis en service. Le Boeing KC-46 Pegasus pourra transporter jusqu'à 96 tonnes de carburant. Il sera en mesure de réapprovisionner les aéronefs de combat et recevoir en même temps du kérosène d'un autre avion citerne. Une véritable avancée technologique qui, selon un général américain, ne manque que d'un gadget supplémentaire, des lasers. Karl Abab, notre correspondant au Pentagone, a cherché à en savoir plus. Dili Diko raconte. Les avions citernes comme celui-ci transportent presque tout le carburant d'aviation de l'armée américaine. Ce nouveau Boeing KC-46 Pegasus est équipé d'une technologie lui permettant d'être moins détectable, mais il n'est pour autant invisible. Cela constitue un réel problème pour le ravitailleur, les avions de chasse et les bombardiers. À cause de la vulnérabilité des avions citernes, nous devons les garder hors du périmètre de danger. Cela signifie que nos aéronefs ne peuvent aller très loin en territoire ennemi avant de devoir rebrousser chemin pour refaire le plein. Le général Carlton Everhart a révélé que l'armée de l'air travaille actuellement sur une solution peu conventionnelle. Je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin d'un laser pour protéger nos aéronefs. Et d'ici 2 ans, nous allons tester des lasers montés sur un avion. Si des scènes de bataille aérienne avec des lasers tirant de gauche à droite vous viennent à l'esprit, ne vous laissez pas leurrer par la science-fiction. Les lasers du général Everhart sont différents. S'agit-il d'une arme d'attaque? Eh bien non, c'est une arme défensive. Todd Harrison, un expert en aéronautique, nous explique. Le laser pourrait être utilisé pour affaiblir, voire déstabiliser les détecteurs d'un avion ou d'un missile. Dans le cas d'un laser très puissant, il pourrait même servir à endommager la carlingue d'un avion ou d'un missile ennemi. Harrison souligne que la mise au point des lasers à usage défensif pourrait prendre des années. Mais l'armée de l'air espère pouvoir intégrer la technologie laser à ses avions citernes d'ici une décennie. On attendra donc de voir ce que cela donne. Au Yémen, les rebelles houthis ont accusé ce mardi la communauté internationale de complicité avec le terrorisme de l'Arabie saoudite et de ses alliés qui ont repris leur offensive, autant pour moi, la veille sur la ville portuaire de Hodeïda dans l'ouest. Hodeïda constitue le principal point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire internationale dans le pays. Une tentative de pourparlers politiques parrainée par l'ONU a échoué en début de mois à Genève, les rebelles ayant posé des conditions à leur venue. Ce conflit a déjà fait pas moins de 10 000 morts et 56 000 blessés. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. 250 millions de bouteilles plastiques sont produites chaque année en Afrique de l'Est et les conséquences sont nombreuses. On peut être rappeur et politicien, c'est ce que tente de faire un artiste congolais et nous verrons comment dans ce journal. Des lions qui s'étripent entre eux, et ben c'est la vache qui rit, l'avalanche d'insultes. En sport, l'Afrique connaît ses 2 premiers représentants à la Coupe du Monde de basket 2019. Il s'agit du Nigeria et de la Tunisie. Nous vous proposons chaque mardi un coup d'œil sur l'économie. Cette chronique est animée aujourd'hui par Eric Manirakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. On commence par la Côte d'Ivoire qui va accueillir en octobre la conférence internationale sur le caoutchouc. L'initiative vient de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Thème de cette rencontre, la contribution du caoutchouc naturel au développement socio-économique et préservation de l'environnement. Des industriels, scientifiques et planteurs venus de plus de 14 pays, pour la plupart d'Asie, débattront des maladies de l'EVA, la plante qui produit le latex, de la préservation de l'environnement par rapport à cette culture dévoreuse de la forêt, de la chute du prix d'achat aux petits planteurs et des difficultés à écouler la production ivoirienne. Actuellement, le caoutchouc naturel représente environ 15 à 30% de matériaux utilisés dans la production des pneus de voitures et camions. Abidjan produit 60% du caoutchouc d'Afrique et pointe au 7e rang mondial. La production mondiale est passée en 3 ans de 9 millions à 13 millions de tonnes en 2017, mais la demande n'a pas suivi. Il faut dire que cette matière première stratégique est frappée par une baisse des cours mondiaux depuis 4 ans, due justement à une faible demande. Et, oui. Nous prenons justement le chemin de la Sierra Leone. Justement, nous prenons dans le chemin de la Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres au monde et où le gouvernement a décidé d'offrir l'éducation gratuite, ce qui constitue un soulagement, n'est-ce pas, pour les parents? Tout à fait. Ils sont 1,5 million d'élèves du primaire et du secondaire qui vont bénéficier de ce programme d'éducation gratuite. Aucun détail financier sur le coût global du projet n'a pas été fourni. Les parents devront fournir l'uniforme et les chaussures à leurs enfants. Ceux qui n'envoient pas leurs enfants à l'école s'exposent à une amende, voire une peine de prison jaune. Et une ligne téléphonique spéciale a été mise en place pour faciliter les plaintes éventuelles. Le gouvernement couvrira les frais de scolarité et le matériel pédagogique. Le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, contribuera de sa propre poche à hauteur de 3 mois de salaire. Il a appelé les partenaires au développement et le secteur privé à soutenir cette initiative. Les parents et les éducateurs comptent évidemment en faire bon usage. Suivez. Les parents sont vraiment très heureux et je m'en réjouis énormément parce que certains parents n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Il faut beaucoup de temps à l'école pour obtenir le paiement de ces frais, mais avec cette éducation gratuite, les parents sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Certains d'entre eux sont avec moi ce matin, mais je dois leur demander de partir. Ils sont tellement contents de voir leurs enfants à l'école. La moitié de la population de plus de 15 ans est analphabète, d'après un rapport de l'UNESCO de 2015. La Sierra Leone dispose de vastes gisements de minerais et de diamants, mais connaît une économie fragile et une corruption généralisée. Freetown tente de se remettre des difficultés économiques et sociales après une longue guerre civile et une épidémie d'Ebola qui a tué 4000 personnes entre 2014 et 2016. John. Voilà, merci. Tous devront donc aller à l'école en Sierra Leone. Désormais, Eric Manirakiza, merci. On vous retrouve mardi prochain. En Afrique de l'Est, la compagnie Coca-Cola tente de s'autoréguler tout en faisant face à la menace gouvernementale
d'interdire les bouteilles en plastique et les restrictions sur les importations de déchets plastiques par la Chine. Abdourahmane Dia. Le géant des boissons gazeuses produit environ 250 millions de bouteilles de plastique par an en Afrique de l'Est. Une quantité qui cause beaucoup de problèmes dans la région, notamment au Kenya où les bouteilles en plastique obstruent fréquemment les égouts et exacerbent les inondations. À Kampala, en Ouganda, la société exploite déjà une usine de recyclage de déchets collectés au Rwanda et au Soudan du Sud. Jusqu'à récemment, quelques pays asiatiques étaient les plus gros acheteurs de déchets plastiques au niveau mondial. Mais après la décision de la Chine de restreindre ses importations de tels déchets pour des raisons écologiques, les pays en développement ont dû trouver une alternative. L'Ouganda exportait jusqu'à 4 millions de dollars par an de flocons de bouteilles fabriqués à partir de déchets comme ceux-ci, mais la Chine a procédé à ce changement et d'autres pays ont rapidement conquis le marché. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'industrie du recyclage, environ 15 à 20 millions de personnes travaillent comme récupérateurs de déchets informels dans les pays en développement, avec un prix moyen de 0,16 $ américains par kilogramme. Pour nous, le plastique n'est pas un gaspillage. Nous voyons cela comme quelque chose de bénéfique. Je ne vois pas ça comme un problème. Je sais que c'est ce qui me nourrit et qui nourrit beaucoup de monde. L'interdiction chinoise des déchets met en évidence la nécessité pour les fabricants de plastique comme Coca-Cola d'accepter davantage de responsabilités pour le produit polluant l'environnement. Toujours en poste, Yacouba Ouedraogo est là ce soir et c'est pour nous parler de sport. On commence, Yacouba, par les 2 premiers qualifiés de la Coupe du monde de basketball. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. On connaît effectivement les 2 premiers pays africains qualifiés pour la Coupe du monde FIBA 2019. Il s'agit du Nigeria et de la Tunisie qui ont conservé leur invincibilité dans les éliminatoires. Les 10 Tigers ont battu notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Centrafrique pour consolider leur première place dans le groupe F et valider ainsi leur ticket pour la phase finale. Bilan 8 victoires en 8 matchs. La Tunisie reste elle aussi invaincue dans ses qualifications pour cette 4e fenêtre des éliminatoires. Il faut dire que les Aigles de Carthage ont dominé notamment l'Égypte 69 à 47. Il reste 3 places à prendre et le Sénégal et l'Angola sont bien placés pour y arriver. La compétition, elle, réunira pour la première fois 32 équipes et se déroulera du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine. En Europe, Sergio Ramos a repris Antoine Griezmann de volée, alors que le milieu merengue Luka Modric est l'un des grands rivaux de Griezmann pour l'obtention du Ballon d'Or. Ramos a tenu des propos virulents à la suite d'une question posée en portant sur une interview du Français publiée hier par le quotidien sportif madrilène AS. Griezmann y souligne avoir vécu en 2018 sa meilleure année avec la conquête de l'Europa League, la Coupe du Monde et la Super Coupe d'Europe, au point de s'asseoir à la table des meilleurs joueurs que sont les quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Qu'en pense Ramos? Voici sa réplique. Je me souviens beaucoup des joueurs comme Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta, Iker, des joueurs qui ont tout gagné et qui ont beaucoup de titres à la maison et aucun d'entre eux n'a un prix comme le Ballon d'Or. Chacun est libre d'exprimer sa propre opinion, mais je crois qu'il devrait laisser Colo, son entraîneur, ou de joueurs comme Godin ou Collet le conseiller, car ils ont de valeurs qui lui feraient du bien. De quoi donc faire monter la pression avant les retrouvailles entre le Real et l'Atlético le 29 septembre pour le bouillant derby madrilène en Liga. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo et à demain donc. Du rap à la politique, il n'y a qu'un pas qu'un groupe de rappeurs de la République démocratique du Congo a décidé de franchir. Parmi eux, Lexus Légal qui brigue un siège au Parlement. Un reportage de Chika Odoua rendu ici par Arzuma Compaoré. Ils ne parlent pas comme des politiciens et ils ne ressemblent pas non plus à ces derniers. Mais en réalité, ils le sont. L'un veut être un élu local, un autre, Lexus Légal, le plus célèbre du groupe, vise un poste plus élevé et incite les artistes de rap à s'impliquer dans la politique pour aider à résoudre les problèmes de la RDC. Qu'on en rit, des lions qui
s'étripent entre eux, eh ben c'est la vache qui rit. Pendant 20 ans, Lexus Légal a fait carrière dans la musique engagée. Ses textes parlent du chômage des jeunes, dénoncent la corruption et d'autres problèmes sociaux. À présent, c'est vers le Parlement qu'il a tourné son regard, espérant y décrocher un siège. Ce n'est pas une nouvelle carrière, c'est presque une suite logique. Je fais partie, depuis que j'ai commencé cette musique, si tu me poses une question politique, je te réponds direct. Je ne dis jamais, comme beaucoup d'entre nous qui disaient je suis apolitique. Non, moi j'ai toujours été politique, c'est juste que je n'ai jamais été dans un parti politique, mais j'ai toujours été politique. La politique et la musique sont étroitement liées en RDC. Certains musiciens locaux gagnent leur vie en soutenant des politiciens, ce que d'autres critiquent. Ils prennent les musiciens pour des amuseurs, des gens qui doivent chanter pour eux, après qu'ils aient fait des dialogues entre politiques. Et moi, j'ai refusé cela. Je l'ai refusé depuis le début. Je n'ai jamais chanté après les manifestations politiques. Mais je respecte les choix des uns et des autres. Le rappeur populaire Bob Elvis a, selon les membres de sa famille, été récemment interpellé par les forces de sécurité après avoir condamné la corruption du parti au pouvoir dans une de ses chansons. Pour la musicienne Rihanna Prescott et ses amis, la politique est trop sale. Elle évite donc d'en parler dans sa musique. La musique doit être une activité amusante, c'est pourquoi nous la faisons. C'est cela qu'on aime, c'est notre musique locale, pas de la musique sur la politique. Le jour où je suis venu vous voir dans le forum, 3 jours après, avant, je m'inscrivais chez Soudan. Lexus Légal et les autres rappeurs veulent démontrer le contraire, à savoir que la politique et la musique peuvent faire jonction pour le bien de la société. Et on termine par l'espace. Le futur premier touriste lunaire de SpaceX est connu depuis hier. Il s'agit du milliardaire japonais Yukaku Maezawa. Ce dernier s'est fait connaître comme collectionneur d'art temporain et contemporain, donc mécène. Son nom avait déjà fait le tour de la planète lorsqu'il avait acquis en mai 2017 un tableau sans titre de 110 millions de dollars. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.